Alors toujours dans le cadre des questions de jury en algèbre linéaire, on va attaquer des leçons un peu plus impliquées, un peu plus difficiles. Les matrices trigonalisables, donc ça consiste à regarder des choses un peu plus compliquées que des matrices diagonalisables. Les critères, on va voir, sont plus exigeants. Mais maintenant, pour les matrices trigonalisables, disons que dans un premier temps, on se ramène, après un enchaînement classique, à l'étude des matrices nilpotentes. Le trigonalisable, dont on sait que on a un critère, c'est qu'il existe un polynôme annulateur qui soit scindé. Donc, ce polynôme annulateur étant scindé, on peut appliquer le lemme des noyaux, qui nous divise le problème en plusieurs petits problèmes plus simples, où justement le spectre, étant donné que ce polynôme annulateur est scindé, le spectre est singleton. D'accord ? Donc on n'a plus une décomposition où notre endomorphisme se restreint via un sous-espace stable à un endomorphisme dont le spectre est singleton. Et quand le spectre est singleton, eh bien, par une translation, par une homothétie, donc ça c'est inoffensif, de translater par une homothétie, on se ramène à spectre nul, et donc au cas nilpotent. Donc, voilà comment, après un enchaînement, on arrive de trigonalisable à nilpotent. Mais maintenant, quand on est dans le cas nilpotent, l'invariant de similitude est beaucoup plus délicat que dans le cas diagonalisable. Dans le cas diagonalisable, deux matrices diagonalisables sont semblables si et seulement si elles ont même polynôme caractéristique, ou si vous préférez, si et seulement si elles ont même valeur propre avec multiplicité algébrique évidemment, et géométrique c'est pareil. Mais là, l'invariant de similitude fait plus dans la dentelle. Là, c'est pas le gros polynôme caractéristique qui arrive avec le déterminant. Là, c'est des partitions qui nous intéressent, des partitions de n, la dimension de l'espace ambiant. Et on a, par exemple, la dimension des noyaux emboîtés de notre endomorphisme, de notre matrice, qui va constituer un invariant de similitude, et de façon duale, la taille des blocs de Jordan. Donc ça, ce sont deux partitions qui sont duales. C'est fait de façon assez complète, et même avec les problèmes de topologie qui sont liés dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, le tome 1, chapitre 3. Voilà. Donc, pour nous mettre en jambe, un petit exercice très typique des questions de jury. Soit A dans Mn de C, à la limite on pourrait être dans Mn de K, ça marche aussi. Montrer que A est semblable à 2A, si et seulement si A est nilpotente. Alors, déjà, j'aime bien cet exercice. D'abord, il est très vite posé, c'est important, ces exercices à énoncer très simples. C'est horrible, les exercices de jury, les questions de jury avec des énoncés à rallonge, des notations, des machins. Là, le si et seulement si, toujours pareil. Quelle est votre réactivité vis-à-vis de ça ? D'abord, d'attaquer l'implication la plus facile en premier. Oui, l'implication la plus facile, évidemment, par élimination, de toute façon, ça va pas être implique semblable, parce qu'on est dans le monde où les invariants de similitude sont difficiles. Donc, impliquer semblable, ça devrait être difficile, puisqu'il faut un invariant, au moins en théorie. Là, on va attaquer l'implication implique nilpotente. Si A est semblable à 2A, vous voyez que toute valeur propre de A ne peut être que nulle. Pourquoi ? Parce que si lambda est valeur propre de A et lambda non nulle, alors 2 fois lambda est aussi valeur propre. Pourquoi ? Parce que
le spectre de 2A, c'est le double du spectre de A. Hein, en général, vous avez toujours que le spectre de P de A, c'est l'ensemble des P de lambda, quand P est un polynôme, hein, c'est l'ensemble des P de lambda quand lambda parcourt le spectre de A. Ça se fait très très facilement, d'accord, avec de la trigonalisation. Hein, d'ailleurs, vous voyez, ça reste dans le sujet. Donc vous trigonalisez A, ce qui permet de voir les valeurs propres sur la diagonale, et puis voilà. Vous multipliez par 2 ensuite. Donc, lambda étant dans spectre de A, si lambda est non nul, bah, le fait que 2 lambda soit dans le spectre de 2A implique que 2 lambda est dans le spectre de A. Donc, vous allez avoir toute une suite de puissance k lambda dans le spectre de A. Mais si lambda est non nul, ça veut dire qu'on a une suite infinie, et ça, c'est pas possible parce que le spectre de A, c'est une suite finie. Bon, donc lambda est forcément égal à 0, donc la seule valeur propre de A, c'est 0. Ce qui veut dire que le polynôme caractéristique de A, c'est xn, et A est donc nilpotent par Cayley-Hamilton. Hein, voilà. Alors, notez que plusieurs choses. D'abord, on aurait pu faire ce raisonnement dans un corps quelconque, parce que on ne change pas le polynôme caractéristique en allant dans en se plongeant dans un corps algébriquement clos. Hein, d'accord ? Donc, bon, et du coup, ça fait que la matrice reste nilpotente. Là, quand même, on s'est servi du fait, quelque part, que A était trigonalisable. Mais A ne l'est pas si on est sur un corps quelconque. Voilà le truc. Une variante que j'aime bien, c'est une variante topologique. Alors là, du coup, on est obligé d'être sur C pour cette variante-là, mais regardez, bah, si A est semblable à 2A, bah, ça veut dire que A est semblable à A sur 2, qui est semblable à A sur 2 au carré, qui est semblable, etc., à A sur 2 puissance K. Donc, on a dans la classe de similitude de A, donc dans l'ensemble des matrices qui sont semblables à A, hein, on a toutes ces matrices-là, et quand K tend vers l'infini, évidemment, ça tend vers la matrice nulle. Ce qui veut dire que 0 est dans l'adhérence de la classe de similitude de A. Mais, comme l'application qui a A donne qui A, le polynôme caractéristique est continu, eh bien, on ne change pas de polynôme caractéristique quand on passe à l'adhérence, hein, et donc, ça veut dire que qui A est égal à qui de 0. Voilà. Donc, qui 0, c'est xn. Donc là, à nouveau, on montre de façon topologique que qui A, c'est xn. Et encore une fois, par Cayley-Hamilton, A est nilpotente. Voilà. Maintenant, donc voilà, ça en fait un exercice assez riche, hein, vous voyez. On peut l'attaquer par le biais topologique. On peut regarder ce qui se passe si c'est sur un corps algébriquement clos avec la trigonalisation. On parle de Cayley-Hamilton, vous voyez. Et la réciproque, là, on teste les critères plus borderline, hein, de similitude. Donc, si A est nilpotente, maintenant, il faut montrer que A est semblable à 2A. Là, c'est un peu plus compliqué, donc, mais là, il faut regarder les noyaux emboîtés, la dimension des noyaux emboîtés, mais là, carrément, les noyaux emboîtés sont égaux, parce que ker de AK, c'est égal à ker de 2K AK, puisqu'on a multiplié par un non nul. Donc ici, on a égalité, parce que 2K, 2 puissance K, c'est un scalaire non nul. Donc, la dimension, hein, des noyaux emboîtés sont égaux pour AK et 2A puissance K, et donc ils sont semblables. Voilà, donc on explore pas mal de choses. Bon, peut-être que si on le fait sur K quelconque, c'est bien de regarder si on est en caractéristique 2 ou pas. Mais si on est en caractéristique 2, A est semblable à 0, bon, ça va, hein. A est nul, donc A est nilpotent. Voilà, donc c'était un premier exercice que j'aime bien parce qu'il lui permet de balayer pas mal de choses. Il y a une orbite qui est importante. Bon, évidemment, il y a une orbite qui est importante, qui est triviale,
c'est l'orbite triviale, hein, l'orbite juste nulle, parce que c'est la seule orbite fermée des matrices nilpotentes, et la seule orbite ouverte. Alors quand je dis ouverte, c'est ouverte dans l'ensemble des matrices nilpotentes, bien sûr, parce que des orbites ouvertes dans Mn2C, il y en a pas. Hein. Donc c'est l'orbite de la matrice qu'on appelle JN, c'est le bloc de Jordan, ici, hein, qu'on va écrire comme ceci. Donc celle-ci, elle est suffisamment simple pour être étudiée dans le cadre de questions de jury, hein, où les choses doivent être assez rapides. Donc si K égale C, bon, où on a une topologie, alors effectivement, c'est ce que je vous disais, l'orbite des matrices semblables à JN est un ouvert de N. Bon, bien sûr, c'est dans N, puisque Jn est dans N, et donc que N est stable par conjugaison. Et c'est un ouvert. Bon. Et puis, une autre question qui peut être posée, c'est, quand on est sur un corps fini, quel est le cardinal de cette orbite? Alors, tous ces problèmes de topologie ou des problèmes de dénombrement deviennent très très compliqués pour les autres orbites. Hein. Mais bon, on peut quand même dire quelque chose pour cette orbite-là, sans que ce soit ni trop difficile, ni complètement trivial. Alors, allons-y. D'abord, ce qui va caractériser l'orbite de JN au cœur des matrices nilpotentes, c'est que le polynôme minimal, ça va être Xn. Pourquoi? Alors, d'abord, c'est facile de voir que mu Jn, c'est x puissance n. Bon, donc ce polynôme minimal. Maintenant, réciproquement, si n est nilpotente, et c'est là qu'on va utiliser un théorème borderline, c'est que n est semblable à une matrice diagonale par bloc, avec des blocs de Jordan indécomposables comme ceci. Et on peut même se payer le luxe d'ordonner les blocs de sorte à ce que les KI soient en ordre décroissant comme ceci, avec K1 le plus grand, au sens large. Et la somme, évidemment, est égale à n, hein, la taille de la matrice. Ce qui fait qu'on a associé à une matrice nilpotente, et qui plus est à la classe de conjugaison d'une matrice nilpotente, une partition de n. Et là, il est évident que mu n, le polynôme minimal de n, c'est x puissance k1, le plus grand ici, hein, puisqu'il va annuler tous les blocs. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que n est semblable à Jn, si et seulement si, eh ben, ce k1, c'est petit n, et donc, si et seulement si, mu n égale x puissance petit n. Voilà. Donc ça demande quand même ces théorèmes borderline d'unicité de la décomposition en blocs de Jordan, parce que à une matrice, on lui associe la suite des blocs de Jordan, et pour cette équivalence, on est obligé de faire intervenir cette unicité. Mais maintenant, c'est terminé, parce que on voit bien que n moins cette orbite, du coup, c'est l'ensemble des matrices nilpotentes, telles que n puissance n-1 égale 0. Puisque le polynôme minimal, n'étant pas x puissance n, forcément, il divise x puissance n-1. Voilà. Et ça, bien évidemment, ça c'est un fermé, puisque c'est l'ensemble des zéros d'une application continue. Et donc, voilà, hein, on a montré que ça c'était fermé, donc ça c'est ouvert. Et maintenant, FQ, si K égale FQ, il faut savoir calculer le cardinal de OJN. OJN, c'est une orbite, et donc c'est en bijection, avec GLN de FQ quotienté par le stabilisateur pour l'action, l'action par conjugaison, donc le commutant de JN. Alors, le commutant de JN,
Bon, ça c'est un classique. À partir du moment où vous avez une matrice compagnon, parce que ça c'est une matrice compagnon, c'est la matrice compagnon de XN, bon, à transposer près, ce qui change rien, et quand vous avez une matrice compagnon, bah, ça correspond à un endomorphisme cyclique. Un endomorphisme cyclique, son commutant, ce sont les polynômes en cet endomorphisme. Bon, ça c'est un truc assez classique qui peut se redémontrer. À l'écrit, c'est essentiel, on tombe souvent à l'écrit sur ce genre de choses à démontrer. Eh bien, ici, quels sont les polynômes? Donc le commutant de Jn, ça va être les polynômes ici en Jn. Donc voilà le terme en degré 0, le terme en degré 1, etc. Jusqu'au terme en degré n-1. Puis après, le terme en degré n, ben, il a disparu parce que c'était nilpotent. Donc ici, vous avez ça, ce qui fait que le commutant, alors bien sûr, comme on est dans GLN, il faut faire attention que la diagonale, elle est non nulle, donc A0 est non nulle, et donc ce qui fait que le cardinal de OJN, bah, c'est Qn-1, facteur de Qn moins Q, facteur de Qn moins Qn-1, donc c'est-à-dire ce cardinal-là, divisé par ce cardinal-là. Donc ici, vous avez A0, mais comme il est non nul, il y a Q-1 possibilités, et les AI, bah vous avez Q puissance N-1 possibilités. Voilà. Ce qui fait que si on doit regarder un équivalent, c'est Q puissance N facteur de N-1. Voilà. Hein, donc vous avez... alors, c'est bon de savoir que sur FQ, le cardinal de N, c'est justement Q puissance N, N-1. Voilà, c'est assez intéressant. Ce qui fait que ces deux exercices se font face un petit peu. Vous avez ici un ouvert dense. Hein, et bon, je vous l'ai dit l'autre fois, quand on a un ouvert algébrique, ben, il est dense. Et ici, vous avez vous calculez le cardinal et vous avez bah, presque tout, d'accord. Ça, c'est presque tout ça, parce que ça, c'est, on a dit, le cardinal de n. Voilà. Voilà donc des petites choses. Alors ça, vous pouvez le trouver dans NH2G2, dans les exercices sur les nilpotents du chapitre 3. Voilà. Un petit dernier vite fait. Regardez, on est en dimension n, on prend des endomorphismes UI d'un espace E. On suppose que on a UI I de 1 à n. Ce sont des nilpotents qui commutent 2 à 2. Faut montrer que le produit de tous, c'est égal à 0. Donc encore une fois, un truc assez rapide à poser. Si on est bien dirigé, on arrive à le faire sans trop de problèmes. D'abord, bah, le fait que ça commute 2 à 2 et que ce soit trigonalisable, bah, c'est co-trigonalisable, donc, d'accord. Alors ça, ce théorème est un peu difficile à démontrer. Hein. Je l'avais fait, je me rappelle, dans une vidéo sur la trigonalisation. C'est un petit peu délicat à démontrer. Hein. Mais en tout cas, toujours pareil, ça se fait par récurrence et avec la stabilité, quand on commute, stabilité d'un sous-espace propre par rapport à un endomorphisme qui commute. Donc ils sont cotrigonalisables, c'est-à-dire qu'il existe une base, E1 jusqu'à En, ici qui les trigonalise, et étant donné qu'ils sont nilpotents, il y a des zéros ici. Et comme il y a des zéros, si j'appelle Fk le sous-espace engendré par les K premiers éléments de la base, donc qui est de dimension K, bah, UI pour tout I, hein, UI de Fk, bah, c'est inclus dans Fk-1 à cause des zéros. Vous voyez, ça monte à chaque fois. Et donc, quand on va faire U1 rond U2 rond UN de Fn, bah, par récurrence, vous voyez bien que ça va aller dans 0. Mais Fn, c'est E tout entier. Donc, ce produit-là est nul. Voilà. Alors, l'intérêt de ce truc-là, c'est par rapport aux autres exercices, hein, donc bon, ça fait un beau panel d'exercices là-dessus, parce que l'intérêt, c'est la cotrigonalisation, et puis les critères de nilpotence par les drapeaux. D'accord, voilà, hein, par ce critère-là. Ça, c'est un critère de nilpotence, hein, pour un endomorphisme U, qu'il existe un drapeau qui vérifie ça. Voilà.